Et donc je donne la parole avant les questions qui seront donc proposées après les deux interventions à Nicolas Fourreur, qui est médecin au Centre d'éthique clinique de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et qui va nous présenter l'intervention suivante. Peut-on mieux respecter l'autonomie d'une personne hospitalisée sans consentement en psychiatrie en respectant son autonomie intégrité? Je crois que tu vas nous expliquer tout ça. Je vais essayer. Bah, bien sûr, tu vas y arriver. Bonjour. Donc moi, je vais tenir les 30 minutes, mais je ne suis pas sûr de réussir à tout dire. Donc je suis médecin au centre d'éthique clinique. Je ne vais pas forcément parler de notre pratique quotidienne au centre d'éthique clinique, puisqu'on peut être sollicité dans des cas particuliers par un médecin ou un patient ou ses proches dans une décision médicale difficile à prendre sur le plan éthique au cas par cas. Et là, aujourd'hui, je donne plutôt l'exemple de notre pratique de recherche. Donc, on ne fait pas que ça au centre d'éthique clinique, ce n'est pas que de la recherche, c'est plutôt une équipe mobile d'éthique clinique où on répond au cas par cas, dans n'importe quel service, pour n'importe quelle demande, pour n'importe quel patient. Mais il se trouve que là, je vais vous parler d'une étude qu'on a faite sur l'hospitalisation sans consentement en psychiatrie. Donc c'est la grosse partie. J'ai fait un effort pour parler un petit peu du cadre méthodologique parce que c'était la commande et donc peut-être il y aura des questions supplémentaires par rapport à ça. Et puis enfin, j'insisterai aussi sur ce qui est très important chez nous, c'est la pluridisciplinarité. Vous allez comprendre pourquoi et comment. Et d'autant que le programme de la personne en médecine nous avait aidé financièrement à monter une journée de rendu public des résultats de cette étude avec des intervenants de plusieurs disciplines et étrangers. Alors, pourquoi une étude sur l'hospitalisation sans consentement en psychiatrie? C'est parce que, d'une part, comme tout le monde probablement le sait, c'est qu'il y a une augmentation des mesures de contrainte en psychiatrie, notamment une augmentation progressive du nombre d'hospitalisations sans consentement. Il se trouve aussi que des collègues psychiatres sont venus nous voir en disant « Mais est-ce que les droits des patients fonctionnent de la même façon en psychiatrie qu'ailleurs? Et nous, par exemple, la personne de confiance, on ne sait pas trop quoi en faire et on se demande si ça peut fonctionner en psychiatrie comme ailleurs en médecine. » Et puis, du fait de l'évolution législative concernant l'hospitalisation sans consentement, ça nous paraissait intéressant aussi de faire une étude sur le sujet, d'autant que, pour ceux qui ne le savent pas, depuis quelques années, toute personne hospitalisée sans consentement doit passer devant un juge au bout de 12 jours d'hospitalisation et qu'il y a une nouvelle forme d'hospitalisation qui s'appelle le périlinminant, qui nécessite le certificat d'un seul médecin dans un contexte d'urgence, sans l'avis des proches et sans l'avis d'un deuxième médecin pour hospitaliser la personne. L'idée de cette étude, c'était de connaître les arguments de patients, de leurs proches, de médecins et de soignants vis-à-vis des conditions de l'hospitalisation sans consentement en psychiatrie, et on leur posait systématiquement la question du rôle de la personne de confiance et de ce qu'on appelle les directives anticipées en psychiatrie, qui ne sont pas les directives anticipées qu'on connaît dans le cadre de la loi sur la fin de vie, mais plutôt sur, chez des patients en psychiatrie, comment on prévoit la crise d'après, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, en termes de traitement, d'hospitalisation, qui pourrait décider à ma place, etc. Nous avons inclus des patients uniquement majeurs sur 3 sites différents, et c'est une certaine importance en termes de méthode, puisqu'on a travaillé dans un service hospitalier parisien assez classique en termes de recrutement, un service hospitalier provincial qui a pour spécificité d'être totalement idéologiquement, si je puis dire, contre la contrainte et qui essaye de faire le moins de contraintes possible et qui essaye de faire le moins d'hospitalisation sans consentement possible. Et enfin, un service d'urgence 72 heures en Île-de-France, où les patients sont hospitalisés pendant maximum 72 heures avant de décider s'ils vont rester hospitalisés sans consentement ou non. Nous avons inclus 42 patients, majoritairement des hommes. Je passerai assez vite sur cette slide, puis on verra s'il y a des questions, mais globalement, c'était principalement des hospitalisations sur demande de tiers et seulement un tiers en périlinminant. Globalement, nous avions affaire à un échantillon assez classique des patients qu'on rencontre en psychiatrie, tant sur le plan médical, de prise de toxiques, du parcours social. Et enfin, en termes méthodologiques, nous avons fait des entretiens avec 35 patients, majoritairement très rapidement après leur hospitalisation sans consentement, c'est-à-dire dans les 15 jours qui suivaient leur hospitalisation sans consentement, et très peu après.
pareil, les proches, nous les avons vus dans 24 cas et plutôt assez rapidement après l'hospitalisation sans consentement. Et puis nous voyions dans chaque cas un psychiatre au moins, et nous avons pu rencontrer des infirmiers dans 33 des cas sur les 42 inclusions. Les patients, en gros, ils se répartissent en 3 groupes sur la notion de consentement à l'hospitalisation. Quand on leur dit, vous êtes hospitalisé sans consentement, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a ceux qu'on a catégorisés en disant qu'ils ne le vivent pas mal, mais c'est entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne le vivent pas forcément bien, mais c'est simplement que la notion de consentement n'est pas au cœur de leur discours. Et ce n'est pas du tout ça qu'ils mettent en avant, on verra après pourquoi. Et voire même certains qui disent que le fait d'être hospitalisé sans consentement leur a donné certaines forces pour lutter plus vite, pour essayer de se rétablir et pour justement ne plus être hospitalisé sans consentement. Donc en tout cas, un premier gros groupe de patients qui dit le consentement, c'est pas mon problème, voire même ça a pu m'aider. Le deuxième groupe, c'est un groupe de patients qui, c'est nous qui le qualifions ainsi, qui s'y résignent. C'est-à-dire que, une fois de plus, ils n'en parlent pas beaucoup et ils ne sont pas forcément contre le fait que l'hospitalisation était nécessaire, voire utile, mais qu'ils n'ont pas envie de parler de ça et qu'il faut passer à autre chose, c'est-à-dire qu'ils voient l'avenir, ma sortie, etc. Enfin, un troisième groupe, ceux qu'on attendait plus majoritairement, mais qui n'étaient pas majoritaires dans cette étude, c'était ceux qui ne sont pas d'accord et qui exprimaient éventuellement de la colère, soit du fait de mauvaises relations avec leurs proches, ce fameux proche qui justement signait l'hospitalisation sans consentement, soit du fait d'une plainte contre un déni de liberté. Tous ces patients, globalement, au lieu de nous parler de consentement, qui était la question initiale que nous allions leur poser, leur sujet c'était le respect de leur personne et les conditions indignes de vie à l'hôpital. Globalement, parce que déjà la vie en psychiatrie c'est extrêmement compliqué et dur, le quotidien d'hospitalisation est rude, ennuyeux, voire violent parfois, et ils se plaignaient surtout des mesures de restriction de liberté au quotidien, des restrictions d'aller et venir, ou tout ce qui concernait l'obligation de port de pyjama, l'interdiction de fumer, téléphoner, d'avoir des visites. Et donc ça, ils étaient tous très embêtés par ça. Beaucoup nous ont signalé l'idée qu'ils n'étaient pas du tout libres de prendre des médicaments ou non, ou de les refuser, et qu'ils comprenaient vite que s'ils voulaient que l'hospitalisation sans consentement se termine, il fallait prendre les médicaments qu'on leur donnait. Et puis enfin, certains, pas tous, puisqu'ils n'en ont pas tous souffert, mais se sont beaucoup plaints des conditions d'isolement ou de contention lorsqu'on l'avait utilisé pour eux. Globalement aussi, ce que disent les patients, c'est que la psychiatrie et la maladie est déjà compliquée, et que finalement, ce qui leur manque à ce moment-là de l'hospitalisation sans consentement, c'est l'interaction avec d'autres personnes, et notamment, ils nous en parlent quand on les interroge sur la personne de confiance. Ils ne comprennent pas forcément l'intérêt d'un point de vue juridique vis-à-vis de cette question de l'hospitalisation sans consentement, mais par contre, ils se disent, une personne qui me comprendrait un peu, ce serait le moment. Enfin, la loi, donc toutes ces nouveautés, le passage devant le juge, les différents types d'hospitalisation sans consentement, est totalement ignoré par les patients, notamment sur le fait que la loi passe par la signature des proches pour justifier en quelque sorte une hospitalisation sans consentement. Ne leur parle pas du tout, ils ne voient pas bien, la place des proches n'est pas évidente pour eux à ce moment-là, puisque justement il y en a une bonne partie qui se plaint que les proches les ont enfermés. Enfin, alors là, je vais peut-être passer un peu plus vite sur ce que disent les proches, parce que ce n'était pas l'objet de l'étude. En gros, on a affaire à des gens qui sont exténués et pour qui l'hospitalisation est un soulagement, et qui disent que malheureusement, il a fallu en arriver là, en fait, pour que le patient soit pris en charge, et qu'il y a un grand manque de prévention en psychiatrie qu'on aurait pu faire peut-être différemment, mais si il y avait plus de soins avant. La loi, pareil, n'est pas très connue pour eux. En revanche, ils rejettent totalement l'idée de la personne de confiance, parce qu'ils disent que la personne de confiance, c'est eux, à ce moment-là. Et ils ne mettent pas du tout cette signature des proches qu'on leur demande
une fois de plus pour justifier l'hospitalisation, n'est pas pour eux une façon de valider éthiquement cette hospitalisation. Ils disent que c'est plutôt un moyen pour eux de rester en contact avec les équipes et de montrer qu'ils sont bien là et qu'ils ont droit à l'information, etc. Les médecins et les professionnels de santé, j'ai mis pareil parce qu'en fait les infirmiers nous disent la même chose que les médecins alors qu'on pouvait imaginer. Initialement, on est allé rencontrer des infirmiers et des infirmières en se disant peut-être que les infirmiers se sentent plus les avocats des patients et que du coup, ils vont avoir un regard différent sur cette hospitalisation sans consentement, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc du coup, les résultats sont les mêmes. En gros, leur façon de faire, c'est qu'ils sont tous guidés par des arguments médicaux et les hospitalisations sont toujours décidées en cas de danger pour le patient, soit beaucoup de fois parce qu'il y a un risque vital, tentative de suicide, etc., mais aussi beaucoup de risques sociaux, des gens à la rue qui délirent à la rue, etc., qui sont isolés. Et en gros, leur façon de fonctionner par rapport à la notion de contrainte, il est de 3 types. Soit l'idée est de restaurer les capacités psychiques du patient le plus rapidement possible, et donc ça passe potentiellement par des traitements, l'isolement, la contrainte, et il y a une certaine mise à distance, un questionnement vis-à-vis du consentement et de la contrainte, c'est-à-dire que ce n'est pas le sujet à ce moment-là. Soit au contraire, on veut respecter le citoyen avant le patient, notamment dans l'idée que c'est une meilleure façon de faire de la psychiatrie, parce que c'est une meilleure alliance thérapeutique au long cours, et il y a un rejet total de la contrainte. Mais on a assisté du coup dans ces situations à des fois des gens qui n'étaient pas traités parce qu'ils refusaient les traitements, alors que manifestement ils avaient l'air d'avoir besoin de traitement. Et donc jusqu'où on met, on met la barre. Et puis enfin, une troisième façon de faire qui était une certaine préoccupation vis-à-vis de la contrainte, c'est-à-dire on y pense, mais la médecine et la prise en charge classique de la psychiatrie passent avant. Il se trouve que dans l'un des lieux, les avocats autour de l'hôpital étaient assez militants vis-à-vis des droits des patients en psychiatrie, et que du coup ce service, à force d'avoir été mis face à des procédures de la part de ces avocats en cas d'hospitalisation sans consentement sous forme de péril imminent, du coup ce service ne fait plus du tout de péril imminent. Donc on voit bien qu'il s'adapte aussi à un contexte. Alors, contre toute attente, moi j'y avais pas participé, mais il se trouve qu'au moment de la discussion de la loi au Parlement sur justement l'intervention du juge, etc., il y avait eu pas mal de... Les psychiatres étaient globalement pas forcément tous contents de cette évolution, et il se trouve que tous ceux qu'on a vus s'étaient totalement habitués à cette loi, et voire même la plébiscitaient. Même si, effectivement, c'est compliqué en termes d'organisation, du nombre de certificats à écrire, etc. Mais que, globalement, ils disent, finalement, c'est une protection pour le patient, c'est une marque de respect de la personne, et finalement, ça va faciliter mon travail. Je ne suis plus le seul à dire, oui, il faut rester hospitalisé sans consentement. J'ai les proches, qui étaient déjà là avant, mais il y a aussi le juge. Et puis, quelque part, ça nous force à un peu plus de collégialité, c'est-à-dire qu'on hésite un peu moins à aller demander l'avis de son collègue pour mieux remplir le certificat, mieux justifier son hospitalisation sans consentement. Ça nous fait peut-être un peu plus réfléchir. Et puis, oui, du coup, ça les aide, et pour eux... j'y reviendrai après, j'ai le sentiment que la loi un peu égale à éthique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a respecté cette procédure, notamment quand on a fait signer les proches, du coup on a tout bien fait, et ça veut dire que c'est légitime d'un point de vue éthique d'avoir hospitalisé le patient dans ces conditions. Ils ne voient, eux non plus, aucun intérêt à la personne de confiance dans ce contexte, à ce moment-là, en disant, vraiment, de toute façon, même s'il y avait une personne de confiance qui viendrait nous dire qu'il ne faut pas l'hospitaliser, on l'hospitaliserait. Pas de question. Du coup, en conclusion sur l'étude, oui, il y a 2 slides. Sur ce dilemme entre nécessité de soins et respect des libertés individuelles, on voit bien que le dilemme persiste.
que tout le monde cherche à rétablir le fonctionnement psychique de la personne ou à l'améliorer. Mais c'est la culture du service, finalement, qui détermine la façon dont il va s'y prendre. Un peu comme si on était dans une voiture avec un accélérateur et un frein et où on appuie plus ou moins sur 2 pédales. La pédale de l'autonomie psychique, où il faut absolument rétablir cette autonomie psychique. On utilise tout ce qui va avec, les médicaments, la contrainte si besoin, avec une question du consentement qui est secondaire. Et on peut se poser dans ce cas-là la question de savoir si la contrainte n'entraîne pas la contrainte, parce qu'on se pose encore moins de questions. Et donc, une fois qu'on a passé la barre de l'hospitalisation sans consentement, tout y passe, les obligations au quotidien, l'isolement, les contraintes forcées, etc. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas forcément nécessaires, mais en tout cas qu'elles ne sont pas réfléchies ni autant interrogées qu'ailleurs. Et puis, inversement, une autre pédale qui serait l'autonomie-liberté, où on met en avant, certes, l'alliance thérapeutique pour le suivi au long cours, mais qui, avec un gros rejet de la contrainte où le consentement est privilégié, sauf qu'on peut aussi se demander à ce moment-là s'il n'y a pas une perte de chance médicale pour les patients, comme je le disais tout à l'heure, peuvent être dans ce cas-là insuffisamment traités ou pas assez vite. On a l'impression à ce stade que la loi et l'évolution de la loi ne répond pas à ce dilemme éthique finalement. Et pourquoi, en fait, je ne sais pas si c'est uniquement parce que la loi n'est pas assez ancienne, mais en tout cas, ce qu'on a l'impression, c'est que les patients, même s'ils ne connaissent pas la loi, on n'a pas l'impression que ce soit leur souci. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que même si dans 10 ans ils la connaissent mieux, ils utiliseront ces outils-là pour, entre guillemets, défendre plus leurs droits, puisqu'ils nous disent que leur problème n'est pas le consentement à ce stade, mais que c'est plutôt les conditions d'hospitalisation. Et puis, une fois de plus, je ne suis pas certain que, parce qu'on a respecté la loi, tout est forcément éthique, notamment beaucoup mettent en avant l'idée que ça a fait très bizarre aux psychiatres quand on leur a dit ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais quand on leur a retourné l'idée que c'est pas parce qu'ils faisaient signer les proches que c'était bon, et que finalement ça n'interrogeait pas grand-chose vis-à-vis du consentement de la personne, vis-à-vis des façons dont on le traitait au quotidien à l'hôpital. Du coup, ça leur a fait un peu bizarre parce qu'ils se disaient que, bah oui, mais on ne fait pas de père-éliminant, déjà, on va chercher la signature des proches, c'est déjà très bien. Donc, voilà, ça ne répondra pas forcément de toute manière à toutes les questions éthiques vis-à-vis de l'hospitalisation sans consentement. Enfin, pourquoi on parle d'autonomie-intégrité du coup? Parce que notre question de base, c'était de se dire, est-ce que les droits des patients, c'est différent ailleurs, être différent en psychiatrique ailleurs? Et donc du coup, ça rejoint quelque part la question de l'autonomie. Et même si, évidemment, le consentement reste un principe fondamental en médecine, à l'issue de ces résultats et de ce que disent les patients, on a l'impression que cette notion d'autonomie-intégrité, c'est-à-dire que les patients réclament quelque part qu'on entende aussi leur autonomie au nom de leur intégrité, en considérant leur personne en tant qu'être humain, et je cite, comme un tout, une unité, en respectant l'intouchable noyau, la sphère privée de l'individu, qui ne doivent pas être soumis à des interventions extérieures. Alors, on est en train de finaliser, là, je suis malheureusement j'ai pas pu venir avec nos publications, notamment la brochure qui va sortir sur le sujet, donc ce sera peut-être un peu plus clair une fois que ce sera finalisé. L'idée n'est pas seulement d'écouter le patient et d'être plus gentil avec lui pour qu'il se sente respecté, parce que en fait toutes les études anglo-saxonnes, il n'y a pas d'études en France à ma connaissance qui se sont interrogées de la même façon vis-à-vis de l'hospitalisation sans consentement en psychiatrie, mais par contre dans les publications anglo-saxonnes, généralement les résultats c'est ça, c'est de dire mais finalement comment on va améliorer la qualité des soins en étant plus respectueux de la personne, en étant plus gentil avec elle, etc. Pareil, il y a beaucoup de gens qui défendent l'idée d'un respect de l'humanité ordinaire en étant poli avec les gens, en respectant un certain fonctionnement normal de vie, même dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement. Mais il se trouve que nous, on le défend plutôt au niveau de l'autonomie. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour améliorer le soin, et ce n'est pas uniquement pour être gentil avec les gens respectueux, c'est surtout pour essayer de se dire, à défaut du consentement, puisqu'à ce moment-là, on ne peut pas respecter l'autonomie à travers le consentement, comment on réfléchit au principe d'autonomie, et peut-être qu'en utilisant ce principe d'intégrité, d'autonomie-intégrité, ça restera un peu plus présent dans notre fonctionnement.
D'autant que, comme il y a quand même beaucoup de situations où le corps des personnes est contraint, du fait de l'isolement ou des mesures physiques de contrainte, il nous semble que ça répond aussi à cette inquiétude du respect de l'intégrité corporelle. Et donc ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister, mais en tout cas de se dire comment on y pense à ce respect de l'autonomie alors même qu'on a dû faire ça. Et donc comment éventuellement on répare. On se dit que potentiellement les idées qui nous sont venues, notamment après avoir présenté ces résultats lors de la journée que vous nous avez aidé à organiser, c'était beaucoup plus de dialogue, plus de débriefing, l'utilisation des directives anticipées en psychiatrie, mais aussi par exemple des RMM, des revues de morbimortalité. On fait beaucoup ça en médecine dès qu'il y a eu un problème dans une prise en charge. Une psychiatre disait ça, on pourrait faire une RMM à chaque fois qu'il y a une hospitalisation sans consentement, en débriefant, quoi, en se disant c'est pas normal, et donc débriefons et voyons comment on pourrait faire autrement. On avait pensé aussi à un moment donné une sorte de personne de confiance extérieure, c'est-à-dire une personne de confiance qui pourrait être extérieure au service, soit pas psychiatre, pas professionnel de santé, et auprès desquels les patients pourraient se référer justement quand ils sont hospitalisés sans consentement. Bon, le problème étant qu'on sait bien comment ça se passe, même si la personne est extérieure au début, elle finit par travailler avec les professionnels et puis elle devient comme eux. Donc c'est toujours compliqué de savoir comment on organise les choses. Et puis, ça peut passer par plus de remise en question des pratiques concernant le port de pyjama systématique, l'interdiction des visites, des choses toutes bêtes, quoi, mais qui, quand on se balade dans ces services, ne sont pas du tout forcément interrogées, alors que on se dit, ce serait peut-être déjà pas mal, si on a été obligé d'en arriver là, de au moins faire en sorte que ce soit un peu moins violent. Donc, je crois que je vais y arriver. En termes méthodologiques, ce qu'on appelle les entretiens d'éthique clinique, c'est des entretiens purement qualitatifs qui durent environ 1 heure. On rencontre généralement les gens un par un, quoi. Éventuellement, si 2 infirmières préfèrent être ensemble, on peut les voir ensemble, mais on essaye d'essayer que les gens s'expriment par eux-mêmes et individuellement. On conduit les entretiens toujours par 2, un médecin et un non-médecin. Toutes ces personnes qui font les entretiens sont formées à l'éthique clinique et rodées à l'exercice des entretiens. On invite... alors, ce n'est pas enregistré, contrairement à vous. L'idée étant qu'on essaye de faire ça en éthique clinique comme une consultation, en se disant, voilà, l'important pour nous, c'est déjà d'être 2. À défaut d'un dictaphone et d'un enregistrement, on est 2 pour vérifier qu'on ait bien entendu les mêmes choses. Et puis, on n'a pas des questions forcément très précises, on laisse les gens s'exprimer. Et en fait, c'est très facile quand vous arrivez, vous dites vous êtes hospitalisé sans consentement, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça va durer une demi-heure sans que vous ayez à poser aucune question. On part quand même d'une grille, évidemment, que je ne vais pas vous lire, qui était dans ce cas-là une succession de mots-clés, mais ça peut se présenter sous forme de questions. Bon. C'est variable en fonction de nos études. Il se trouve que notre outil d'éthique clinique, il va essayer d'instruire une problématique à travers 3 dimensions, 3 axes qui sont la personne vis-à-vis d'elle-même, quelle place pour l'autonomie de la personne, son consentement, alors que justement dans ce cas-là de l'hospitalisation sans consentement, la maladie les remet en cause. Mais du coup, c'est le premier axe, c'est voilà, la personne vis-à-vis d'elle-même, qu'est-ce qu'on lui doit en tant que personne, la personne et la médecine, qu'est-ce que la médecine lui doit et qu'est-ce que la personne attend de la médecine, et puis enfin la personne vis-à-vis des autres, un certain vivre ensemble, et de quoi dépend finalement toutes ces décisions et ces interactions, l'entourage proche, la société, la loi, les nouveaux études en faveur des droits des patients. En gros, c'est ça notre cadenas habituel d'instruction d'une question, que ce soit dans un cas particulier ou dans le cadre d'une étude d'éthique clinique. L'analyse est purement qualitative, donc pareil, je donnerai on passe peut-être un peu de la même façon à travers des mots-clés identifiés dans les entretiens. Et puis on vérifie si dans les autres entretiens on retrouve ces mêmes mots-clés. Éventuellement, à cette lecture, on voit s'il y a d'autres mots-clés qui émergent, et donc on va les rechercher une nouvelle fois dans les entretiens qu'on a déjà relus. Et puis on finit par faire une analyse en quantifiant, hiérarchisant tous ces mots-clés.
pour en faire les résultats que je vous ai présentés avant. Alors, dans ce cas particulier, il se trouve qu'il y a plein de limites à cette méthode, hein, évidemment, plein de biais. Il se trouve qu'on s'est dit que le moment des entretiens était problématique, c'est-à-dire que est-ce que les gens, une fois qu'ils étaient hospitalisés sans consentement et quand on les voyait très peu de temps après, est-ce qu'ils étaient vraiment capables de parler librement, même si nous nous présentions comme une équipe extérieure qu'ils comprenaient qu'on n'était pas là, qu'on n'était pas en lien avec leur traitement et leur suivi, etc. On les voyait quand même dans le cadre de l'hôpital. Alors, il se trouve qu'à cette question, moi, il me semble que les patients étaient capables de se scandaliser sur plein d'autres choses, sur la contrainte, etc. Donc, je pense que s'ils avaient pu ou dû se scandaliser sur le consentement, ils auraient pu le faire. Et puis, sur toutes les études anglo-saxonnes qui ont un peu le même schéma, c'est les mêmes résultats, ces 3 groupes de patients que j'ai présenté au début, et puis c'est la même chose que ce soit fait juste après l'hospitalisation sans consentement ou à distance un an après. Enfin, oui, je parlais des biais, donc oui, il y a les populations dans les 3 sites ne sont pas forcément comparables, ne serait-ce que parce que les équipes ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, dans ce fameux service où ils étaient plutôt contre la contrainte par principe, finalement, nous avions affaire aux personnes, lorsqu'elles étaient hospitalisées sans consentement, aux patients les plus difficiles à suivre de ce service, parce qu'ils n'avaient pas réussi à faire autrement à domicile, etc. Donc, évidemment, c'est des études purement qualitatives où il y a plein de biais, mais l'idée, de toute façon, n'est pas de vouloir démontrer et prouver quelque chose, c'est plutôt qu'on utilise notre outil d'éthique clinique pour sonder une question et de se dire qu'est-ce que ça apporte au questionnement. Enfin, la pluridisciplinarité. Mais tu sais que je vais finir avant, je crois. Alors, il se trouve que chez nous, c'est super important de toujours faire tout à plusieurs. Et notamment, dans cette étude, nous étions un psychologue. Le médecin, je ne l'ai pas mis, c'était moi. Un psychologue, une psychologue, un journaliste, un ergothérapeute en psychiatrie, une philosophe et une juriste qui ont participé aux entretiens et surtout à l'analyse. Parce qu'une fois qu'on a tous ces mots-clés et ces trucs, c'est à partir de comme vous, de cette rencontre qui fait qu'on va réfléchir à tout ça. Alors, la pluridisciplinarité, elle est dans les entretiens d'éthique clinique, elle est au moment de l'analyse, elle est aussi au moment de notre fonctionnement à travers notre groupe d'éthique clinique, c'est-à-dire que ces résultats, les premières personnes à qui on les montre, c'est notre groupe d'éthique clinique, le pool de personnes formées en éthique clinique, qui sont médecins, chercheurs en sciences sociales et humaines, citoyens, etc. Et donc on leur présente les résultats pour avoir en plus une discussion avant de sortir les résultats. Et puis ça va ensuite dans une discussion dans le cadre de nos séminaires de formation, dont cette journée qui avait été organisée avec le soutien de la personne en médecine. Donc je ne vais pas tout détailler, hein, mais l'idée c'était de présenter ces résultats. Il y avait des chercheurs, un médecin et un philosophe et une juriste de l'étranger pour comparer justement les façons de faire aussi. C'est très impressionnant, un médecin qui venait de Norvège, où les lois sont encore plus sévères sur l'utilisation de la contrainte, et qui travaille en pédopsychiatrie et qui montrait la photo d'un jeune avec un téléphone portable et qui disait d'après vous, il est addict à son téléphone, est-ce que je peux lui interdire, etc. Et donc elle dit, avec les lois en Norvège, moi en tant que psychiatre, je ne peux pas lui interdire. Et cette photo, c'est mon fils, il n'était pas hospitalisé, et je lui ai interdit. Donc elle montrait bien la difficulté finalement de trouver la bonne balance entre la défense des droits, les libertés et le meilleur intérêt du patient. Dernière slide. Il me reste combien ? C'est parfait.
Et donc, du coup, quelle diffusion, quelle perspective? Non, j'irai vite. Mais on a plein d'autres sujets d'éthique clinique en stock. Hein. On travaille beaucoup sur les personnes âgées. Donc, de la même façon, on fait ces études en ce moment sur les directives anticipées en EHPAD, sur les gens qui préfèrent vieillir et mourir chez eux plutôt que d'être institutionnalisés. Une future étude en unité cognitivo-comportementale. Sur la PrEP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'utilisation du Truvada, qui est un antirétroviral contre le VIH, qui est utilisé non pas en traitement, mais en prévention chez des personnes qui prennent des risques, donc qui ont des rapports non protégés ou beaucoup de partenaires avec des risques de transmission sexuelle du VIH. Une étude sur les limitations thérapeutiques en réanimation. Bon, bref, voilà. Et donc l'idée, c'est à chaque fois utiliser un peu la même méthode, mais sur des sujets différents. Et puis, comme je disais, je n'ai pas la brochure avec moi, mais elle devrait paraître en janvier, la brochure sur l'hospitalisation sans consentement en psychiatrie. Voilà.